Salut Arnaud, c'est Sébastien, je t'appelle concernant cette histoire de podcast, d'interview de skater. J'aimerais bien que tu me files un coup de main sur ce coup-là. J'ai discuté avec Yann Guérin qui serait d'accord pour être le premier candidat. On se tient au courant. Rappelle-moi, à plus tard, ciao. Yo Seb, c'est Arnaud. Écoute, je suis super chaud pour Chichi. Ça fait 30 ans qu'il skate. Il est parfait pour commencer. Je me rappelle de lui quand il avait une queue de cheval et qu'il faisait des baignana. Et maintenant c'est une star d'Instagram. Vas-y, on fait ça quand tu veux. Yo Seb, je suis en train de relire un vieux magazine là avec une interview d'Yann. Écoute ça, le mec a traîné dans le Queen aussi. Pas le Queen, hein, le Queen. Ok, c'est parti alors, on a rendez-vous avec lui mercredi midi. On pourra revenir sur Évry, l'arrivée à Paris et les contests. Et si tu trouves un bout de biscuit, n'hésite pas à me rappeler. Big Spin Podcast. Bonjour Yann. Bonjour. On se trouve au garage à Paris, un skatepark éphémère. Exact. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux nous en parler? Moi je suis là par rapport à Nike, parce qu'en fait Nike m'a demandé de faire un teaser de cet event via les réseaux sociaux, parce que je fais pas mal de petites vidéos sur Instagram, concernant un skatepark éphémère couvert, organisé par eux et une compagnie allemande sur le net. Donc on va commencer cette conversation. Tu peux nous parler de tes débuts dans le skate? Ouais, ça va être très très long là, je te dis tout de suite. Non mais ouais, j'ai commencé exactement, si on part du départ, il y avait une planche de skate qui traînait chez moi depuis presque ma naissance, je crois. C'était un petit truc en plastique, une banana. J'en faisais dans le couloir chez moi. Un jour, un voisin est venu avec une planche full grip, genre dite Made in USA, la planche, et ça m'a tout de suite motivé à vouloir en faire. Et c'était en 88. J'ai commencé avec une board Holly Sport toute pourrie, très très large, et j'avais 11 ans. Et puis après j'ai acheté une board, une Klaus Krapke Santa Cruz, 100 balles à un autre voisin qui il s'en servait plus, avec des trucks Gullwing orange fluo et des roues Variflex. Et depuis, j'ai pas lâché. Ça se faisait beaucoup de se revendre le matos. Ouais, complètement. Acheter du neuf, c'était quasiment impossible. Puis la board, la première, elle a dû me faire 1 an. La deuxième board, elle a dû me faire 1 an. Donc en 2 ans, j'ai eu 2 boards. Tu viens d'Evry, c'est ça? Évry, dans le 91. On n'avait pas encore le spot de la mairie. Mais j'avais un pote qui s'appelle René, que j'ai déjà cité pas mal de fois dans des interviews de magazines de skate. C'est un gars qui me motivait beaucoup parce qu'il avait un pop extraordinaire pour l'époque. Et la première fois que j'ai vu un Holly, c'est le truc qui m'a dit c'est ça que je veux faire. Je faisais du sport à côté. Mon père il était à fond de rugby et il m'avait inscrit au rugby et au karaté. J'étais à fond, mais c'était un peu trop carré et trop rigide. Et le skate, ça m'a permis de m'épanouir. Et ce René, il avait quel âge? Combien d'années de plus que toi? Je vais dire des conneries, je suis pas sûr de moi, mais je crois qu'il avait au moins 6 ans de plus que moi. 6 ou 7 ans de plus que moi. Du coup, moi, quand j'en avais 12, lui en avait 18, quoi, un truc comme ça. Ouais. Et ça faisait pas justement un gros décalage entre vous dans la relation? Vous connaissez le skate autant que moi, hein, et la différence d'âge, elle se voit pas trop dans le skate. Hein. À partir du moment où tu t'amuses et tu fais le con sur une planche, que le gars il ait 40 ans ou 12 ans, on s'entend sur les mêmes ambiances, on écoute la même musique, on fait les mêmes tricks, les mêmes références, les mêmes vêtements. Du coup, il n'y a pas vraiment de diff, quoi. Et l'influence de René sur le skate d'Evry, ça a donné quoi? C'était un peu le patron, quoi. C'était le patron et en même temps, il était très controversé sur certains trucs. Déjà, il était mongo. Moi, je savais même pas ce que c'était. Et donc, je faisais tout comme lui. Et finalement, c'est par la suite qu'on a appris que, voilà, en effet de style, il fallait changer la jambe. Mais moi, je m'en rendais pas compte. Et vu qu'il faisait des ollies par-dessus des caddies déjà en 89-10, j'allais pas lui remettre en question sur sa façon de pousser, quoi. Pour moi, elle était déjà fort et voilà, c'était comme ça. Et c'est une galère de pousser en mongo et de se mettre en normal? C'était pas si galère que ça, parce que tu sais, en fait, moi je suis gaucher. Souvent, les gauchers sont un peu plus doués en ambidex, tu vois, qu'un droitier, parce que tu dois t'adapter à tout. Et du coup, ça n'a pas été si dur que ça. Et honnêtement, ça arrivait à, je crois, une période où je m'étais blessé la cheville. Du coup, j'avais pas le choix. Du coup, je me suis forcé comme ça. Et puis après, je me faisais trop tailler aussi. Je crois que c'était avec Louis Pa ou quoi. Il m'avait dit, vas-y, c'est comme ça maintenant qu'il faut pousser et tout, etc. Et du coup, j'avais changé un peu le truc. Et donc, du coup, tu pousses en switch? Et du coup, en switch, je pousse en normal, ouais, exact. À quel moment tu as arrêté de
pousser en mongo? Mongo, je sais pas, mais en plus, je vais pouvoir prendre un exemple concret. J'étais à Orléans au contest de slide, la slidebox, là, ça. Ouais, et du coup, ça, c'était en 97, je crois. Et j'ai droppé, j'ai poussé en mongo, j'ai tapé toute la grosse table en indie et le gars au micro il a dit switch indie incroyable et tout, et là j'ai fait bon ok, là il va falloir faire quelque chose là. Et du coup je crois que c'est vers à partir de 98-19 je me suis forcé, mais j'ai toujours des mauvaises manières, hein. Tu sais, quand je reprends ma planche j'appuie du mauvais pied, quand je la lance des fois je mets le pied arrière en premier, enfin voilà, mais je me prends même plus la tête maintenant, mais j'essaie d'y penser quand on filme, quoi, c'est tout. Tu peux revenir sur comment on a accès à l'information sur le skate au début des années 90? On n'a pas vraiment justement d'informations. On a toujours un gars qui est un peu plus doué que les autres en anglais dans la bande. Il chope le seul Mac qu'on va voir pendant les 6 prochains mois, qui vient d'Angleterre ou des States. Genre, c'était Rad, je crois, Skate Rag, ça, non, Skate Rad, comme ça, je sais plus. Rad, ouais. Ou alors un Transworld ou un Trasher de l'époque. Et puis voilà, il essaie de nous traduire comme il peut les interviews de certains pros, etc. On voit les photos, on essaie de s'identifier à eux. Tiens, c'est quoi ce pantalon? Wow, il a mis quoi? Tiens, un polo de rugby avec un fut large, il a coupé en bas, t'analyses tout, quoi. Mais il n'y a pas vraiment d'infos. Du coup, tu peux être dans le vrai comme dans le faux. Mais tu vas pas être corrigé tout de suite, quoi. Tu peux être dans le faux pendant 4-5 ans sans le savoir parce qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de communication, on sait même pas ce qui se passe là-bas vraiment, et on connaît pas les ambiances, quoi. Mais c'est du rêve et c'est de l'imagination, quoi. C'est ça notre priorité. Au fur et à mesure que tu skates, tu rencontres d'autres gens, et puis tu as des mecs qui eux sont allés sur le terrain et ils nous expliquent les choses, et puis c'était de bouche à oreille, quoi. Exactement, c'est vraiment ça le terme. Et puis petit à petit après voilà, les magazines se sont développés et eux ils nous ont un peu éclairci les choses, quoi. Ça me fait penser à cette histoire de Freestyler par exemple, qui avait fait un article sur le SAD, alors qu'en fait ça s'appelle un mélancolie, c'est ça, non? Et qu'en fait le SAD c'est un mute mais tiré, et c'était parti d'une erreur d'un mag et tout le monde a fait l'erreur pendant 10-15 ans sans le savoir, quoi. Enfin jusqu'à maintenant même, hein, on le dit encore, donc Nollie back, nollie front aussi. ouais, voilà, par exemple, quoi. Nous, quand on disait un backboard, tu faisais une rotation en back, et donc c'était un frontboard finalement. Et puis ça a changé aussi, ça, en expliquant que c'était le spot qu'il fallait dire devant ou derrière, etc. Et ouais, c'est des petits trucs que tu sais pas au début, et je crois que t'en as même rien à foutre, hein. Ce qui comptait, c'était de skater, surtout, c'était les détails, c'était un truc, c'était pas vraiment le sujet de nos conversations, hein, de savoir tout ça. Comment t'apprenais de nouveaux tricks en fait? Ah, en skatant? Ouais, tu vois les différents styles qu'il y a eu et l'arrivée des prêcheurs et tout ça. Ouais, c'est pareil, quoi. Nous, cette époque-là, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais nous, ça a carrément divisé en deux le crew d'Evry, quoi. Il y avait une moitié qui faisait du gap, des catch. On nous appelait les catch boys, tu vois, voilà. On faisait des catch et des indies. C'était un peu la fin des années 80. Et mi-90, il y avait toute cette mouvance-là qui s'appelait Modern Move, et où il fallait faire que des tricks super tech, avoir une... donner une autre image il y avait trop ce côté un peu surf dans les catch boys, j'imagine, ou quoi, et ils voulaient revendiquer plus le côté street, le côté performeur, etc. Et du coup, moi je sais que j'avais mes 2 potes là qui étaient niçois, des frères. Eux ils étaient à fond de tricks en flat et tout, ils adoraient ça. Et à un moment donné, je crois qu'il y avait une moitié qui skatait du flat à gauche à la mairie, l'autre moitié qui sautait les marches, et personne ne se parlait. Il y avait 2 clans, quoi. Il y avait les flat boys et les catch boys, quoi. Ouais, c'était un peu, c'était une nouvelle ère aussi qui arrivait. Et voilà, les vieux jeux, ils avaient du mal à s'adapter. Et puis les mecs trop modernes, ils étaient trop nazis pour comprendre qu'il y avait un autre style avant et qu'il fallait tout adapter, etc., quoi. C'est plus du tout le cas maintenant, quoi. Maintenant, tout est mélangé et c'est ça qui est mortel, justement. Tu faisais partie de quelle bande à cette époque-là? Moi, j'ai suivi René, hein, normal. Hein. C'est lui qui avait du pop, il catchait, et lui nous disait que le flat allait devenir du flat popé. Je sais pas si on peut dire ça, mais il nous avait dit ça depuis le début. En fait, il nous disait ouais, c'est bien les tricks en flat, mais faut avoir du pop, sinon c'est moche. Et du coup il nous disait ça sera ça le futur, c'est les tricks qu'ils font ces gars-là, mais sur des gaps, en hauteur, par-dessus des bancs, etc. Et il avait pas tort.
Mais c'est vrai que j'avais plus choisi ce camp-là, et puis je crois que c'était aussi parce que j'avais mes acquis, je savais faire airwalk, je savais faire indie, tail grab, donc du coup je n'avais pas envie de remettre ça en question. Mais c'est vrai qu'après les autres m'ont apporté aussi plein de choses techniques, et c'était cool aussi. Et tu sentais que les gars un peu plus techniques te taillaient ou... Moi de toute façon j'étais trop jeune, donc j'avais pas vraiment ce sentiment-là. Au contraire, moi j'étais un peu dans les deux groupes, quoi. Je prenais un peu du flat, un peu du catch, un peu de tout ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils se prenaient un peu la tête à un moment donné. Puis ça a été, mais ça, je te dis ça a été une période de, je sais pas, 1 an ou 2. Puis après tout le monde s'est réconcilié. Et puis voilà, parce que de toute façon il y a eu une crise. Je sais plus c'était quand, c'était 93 ou 14. Ouais, 94. Voilà, il y a eu une France. crise du skate déjà, et du coup, bon, je crois qu'on était plus que 4 à un moment. Donc on n'allait pas se faire la gueule à 4 sur un spot, quoi. Il y avait Greg et William d'un côté, René et moi de l'autre, et du coup on est arrivé sur le spot. Je me rappelle d'une scène où il neigeait. On était allé à pied jusqu'à la mairie, on était allé au garage souterrain, et il y avait les deux en bas en train de nous attendre, et du coup on s'est retrouvés à 4, on a skaté, et puis voilà, c'était oublié. Et après il y en avait un qui avait son préféré, l'autre voilà, chez René il chiait sur Mike Carroll et Rick Howard, alors que les deux autres c'était leur dieu, quoi. Donc voilà, c'était trop marrant de voir un peu René c'était Natas, Gonzo, Jason Lee, et les autres c'était plus Mike Carroll, Rick Howard, les gars d'SF, Embarcadero, toute cette époque. Donc c'était assez marrant. Et à ce moment-là, t'allais à Paris ou tu... Ouais, on skatait beaucoup à Évry, et on comprenait pas d'ailleurs parce qu'on avait un méchant spot et personne venait. Bon, après, en habitant sur Paris, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on habitait quand même loin, que c'était quand même une mission pour pouvoir aller jusqu'à Évry. Mais c'est vrai que quand on montait à Paris, on était hyper déçus au début parce qu'on disait putain, mais en fait, ils ont pas autant de spots que nous, confinés sur une même place. Donc on trouvait ça limite même moins bien d'aller à Paris qu'en skatant à Évry. Mais c'était aussi, moi je m'en rendais pas compte aussi de cette vision de plaza ou de street ou d'aller rider à droite à gauche, parce qu'en plus de ça, c'est ce qu'on faisait au départ à Évry, quoi. On se donnait rendez-vous à un point et on tournait dans toute la ville, et on avait un banc à tel endroit, un mur à wall ride à un autre endroit, donc on ridait non-stop à une époque. Puis la plaza de la mairie est arrivée, et puis ça nous a transformés en skateurs locaux, genre qui bougent pas, qui viennent là, qui restent sur place, qui fait un peu de curb, un peu de marche, un peu de truc, mais qui a plus envie d'explorer la ville comme au départ. Donc c'est vrai que ça avait un peu tué aussi ce style de skate, et c'était ça quand on allait à Paris, on retrouvait un peu ce côté ride, mais par contre il y avait encore cette ambiance tu vois, de spot en spot où t'arrivais, il y avait déjà des locaux sur place, et il y avait une ambiance un peu bizarre des fois. Moi j'étais trop petit pour avoir des embrouilles, mais je sais que les grands ils se prenaient grave la tête, genre t'arrivais au Dôme, t'étais pas super bien accueilli, t'allais à la Défense, c'était pareil aussi. Et là où j'ai vraiment connu Paris et que j'ai bien aimé, c'est vers 98, un truc comme ça, et j'ai découvert Bastille avec certains locaux, et là c'était bien plus cool. C'était Jean-Paul Labbé qui nous avait introduit finalement. Lui ce qui était à Évry avec nous, il allait souvent à Paris, puis un jour il nous a dit venez à Bastille, vous allez voir, c'est plus détente, c'est plus cool là-bas et tout, et on avait skaté avec Salim, Samir, Yann, Seb Charlot, Benjamin Debert, et ouais, c'était bonne ambiance, quoi. C'était juste quand le film Kids était sorti en plus, du coup il y avait un peu cette ambiance, les mecs ils chillaient sur le truc, ça faisait un peu comme le spot à New York, sous les arbres là, avec les curves et tout. Ça avait bien fait rêver, ça, c'était cool. À partir de là, j'allais plus souvent à Paris. En tout cas, ce qui était marrant, c'est que tous les banlieusards du nord, de l'est, de l'ouest et du sud, on se connaissait tous. Mais il y avait une barrière avec Paris, quoi. Il y avait les Parisiens, ils étaient entre eux, et les banlieusards entre eux, quoi. Finalement, c'était un peu ça le départ en tout cas de moi, ce que j'ai vu quand j'ai commencé le skate, et que je bougeais avec mes potes sur Paris. Il y avait quand même genre les contests Versailles et tout ça ou... Ouais, mais bon, pareil, quoi, c'est pas les mêmes gars que tu vois au contest qui étaient sur les spots, quoi. Pas forcément, tu vois. Il y en avait quelques-uns, mais pas tous, quoi. Du coup, c'était encore une autre ambiance, ça, les contests. Et moi, j'en faisais... Enfin, je dis ça, j'en ai fait un quand même il y a je crois en 91. Mon premier contest, c'était en 91, mais c'était juste comme ça pour le délire, on voulait voir. Et je crois que c'était Alex Wise qui avait gagné. J'étais venu avec mon pote et on s'était qualifié. Il y avait même mon père qui était là parce qu'il y avait une compétition de karaté l'après-midi, et il voulait que je fasse la compétition, mais j'étais qualifié en même temps à Versailles. Du coup, j'ai fait les deux, j'ai réussi à enchaîner les deux. Et c'était la première fois que j'étais allé en finale, je crois, à Versailles, et j'étais arrivé 10e. Et on avait enchaîné le contest de karaté après, et j'avais gagné le truc de karaté. Donc j'étais à fond déjà dans les contests, tu vois. C'était avec le papa, ça.
Et du coup, ça c'était un des contests. Et après, j'en ai plus refait jusqu'en 97. Je crois de 91 à 97, j'ai juste skaté à Évry. Et puis, et c'est à partir de 97, quand je skatais avec des gars qui avaient plus mon âge, c'est-à-dire Christophe Picard et Benoît Fruitier. Eux faisaient un petit peu de contest déjà et ils m'avaient dit ouais, viens avec nous, tu vas voir, il y a des trucs à gagner, t'es pas obligé de forcer, faut juste pas tomber, etc. Ils m'avaient donné 2-3 astuces comme ça et on était allé faire Cholet. C'est parti de là où on a commencé les contests, quoi. T'as pris conscience qu'il fallait faire simple en contest? À cette époque-là, en fait, moi j'étais vachement. Je réfléchissais pas trop, tu vois, je skatais et tout, mais il y avait des gars, je comprenais pas pourquoi ils essayaient de s'acharner sur un seul trick toute l'après-midi, tu vois, à essayer non-stop, et finalement le rentrer quand même, mais des fois, ils le rentraient pas, quoi. Moi, j'étais plus un terre à terre à ce niveau-là, c'est-à-dire j'avais envie. Moi, il fallait quand tu skates, tu skates à ton niveau, c'est-à-dire tu fais ce que tu sais faire déjà. Je voyais le skate comme ça, moi. J'étais pas un mec qui faisait des simuls pour essayer d'apprendre quelque chose. Ou moi, je savais faire un truc, je le faisais. Et puis, et donc, quand je voyais des pros faire des démos et puis se prendre la tête à essayer de faire un flip grind pendant 2-3 heures une après-midi pour au final le mettre, hein, mais c'était un peu, c'était pas ma vision du skate. Je voulais voir un mec plutôt qui s'arrêtait jamais, qui tournait non-stop. Même s'il faisait que du basique, c'était marrant de le voir rouler et c'était déjà impressionnant. Et puis voir ses tricks techniques en vidéo, ça suffisait largement. Il n'y avait pas besoin de se remettre en question en live, quoi, en vrai, quoi. Et du coup, moi, quand on est arrivé à Cholet, par exemple, je crois que c'est Cholet le vrai contest que j'ai fait. Je regardais les runs et je voyais des noms super connus, des mecs, Franck Baratiro, des gars comme ça et tout, et puis foirer leur run complètement, alors qu'au training c'était des brutes. Et je me disais, putain, il va pas passer, il a rien fait au final, alors qu'il est trop fort. Et du coup, l'autre me disait, tu vois, donc fais un ollie là, fais un flip là, fais un truc là-bas, et tu vas passer devant lui, et puis tu pourras prendre des lots. Parce que nous, ce qui comptait, c'était les lots. On s'en battait les couilles finalement du contest. Mais on savait qu'on aurait peut-être une paire de shoes, ou une board, ou des roues à gratter derrière, et le matos, il valait hyper cher, et on avait strictement rien. Et c'était une époque où tes parents, ils comprenaient pas que tu pouvais massacrer un truc à 500 francs en une semaine, quoi. Du coup, voilà, moi j'ai galéré comme un ouf. Même après, pendant des années, j'ai galéré pour avoir du matos, hein. Je pouvais avoir d'autres choses, des vêtements, des conneries comme ça et tout, mais du skate en lui-même, une grosse galère. Donc du coup, voilà, c'était la source des motifs pour faire un contest, quoi. Même il n'y avait pas un skate shop qui te filait du matos? Non. Ah, non, moi j'avais rien du tout. J'avais notre pote René, là, il avait un petit sponsor qui s'appelait Maui Fun. C'était un surf shop à Corbeil-Essonnes. Et il y avait du matos de skate, il lui filait des boards, mais il cassait trop de boards, du coup ils avaient arrêté au bout d'un moment. Mais c'était le seul gars qui avait un truc chez nous, quoi. Après, c'était les Parisiens qui avaient des sponsors ou les mecs dans les grandes villes, quoi. Mais en banlieue, ouais, c'était rare. Et pourtant, il y avait quoi comme shop? Il y avait Pierronnier, il y avait Hawaii Surf déjà, il y avait Street Machine aussi, et Warehouse. Chinook avant, j'avais oublié ça, exact. Moi, c'est vraiment mon premier sponsor, c'était en 98 et c'est Globe. Donc c'est une marque de choses qui était même pas appréciée dans le skate. Tout le monde ça avait une image de surf, alors que c'était que des skateurs à la tête de cette marque. Et ok, j'avais des pompes et tout, mais après des boards, non, j'ai galéré comme un fou, quoi. Je crois que jusqu'à Rare Skateboard avec Nico Eustache, j'avais pas des boards régulières ou quoi. J'en achetais ou je faisais des petits deals, des machins, je revendais des pompes pour acheter du matos. Enfin, ouais, c'était un peu comme ça, quoi. Très tôt, tu t'es consacré complètement au skate. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? En fait, j'ai pas vraiment pris cette décision. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'avais déjà expliqué dans des interviews dans le passé. En fait, moi, j'ai perdu mon père à 17 ans et demi. Je vivais qu'avec lui. Et t'as l'espèce enfin, la crise d'adolescence, je l'ai un peu raté avec cette histoire. Je me suis retrouvé tout de suite tout seul dans la vie active. J'étais en terminale, j'avais juste retapé ma seconde. Ils n'ont pas voulu me garder. Je me suis retrouvé à chercher une école qui était super loin. J'avais pas encore le permis, etc. Et du coup, j'ai passé le permis, j'ai lâché l'école. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire quelque chose qui me plaît. La vie, elle est courte, tout peut s'arrêter demain. Je me suis même pas dit, je vais devenir skater pro, etc. Je me suis dit, je vais faire ce qui me plaît et je vais pas me mettre de barrière dans ma vie, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé comme ça. Et c'est le skate que j'ai choisi. J'ai suivi ça, mais sans trop penser à quoi que ce soit, ni à l'avenir d'ailleurs.
Comment on gère ses journées quand on fait que du skate à 17 ans Moi, mon exemple, je travaillais toujours à côté. J'ai jamais fait que du skate. Donc là, à cette époque-là, j'achetais des fringues dans un shop qui s'appelait Le Shop, qui était rue d'Argout, vers Châtelet. Et il y avait un stand en bas avec des Dickies, des Vans. C'était Ahmed qui tenait ça. Et j'étais son client. Moi, j'allais acheter des Dickies et des Vans là-bas, quoi. Et puis un jour, je lui ai dit, voilà, j'ai perdu mon père, je cherche du boulot, je fais du skate en parallèle. Est-ce que t'es chaud si tu cherches quelqu'un, je suis là et tout. Et il m'a embauché le mercredi et le samedi. Et j'ai commencé à travailler là-bas à mi-temps. Et le reste du temps, je faisais du skate. Et j'essayais de faire des compétitions à droite à gauche pour pouvoir tenir. Et en fait, j'avais la deuxième année de chez Globe, il y a eu le boom des bulles d'air. Du coup, on a eu du budget. On s'est retrouvé avec des budgets pour voyager. Et plus je partais en voyage, plus je vivais à l'œil. Donc j'avais intérêt à partir tout le temps et pas rester chez moi. Et j'avais un tout petit loyer parce que j'avais un HLM avec mon père à Évry et je l'avais gardé quand il était décédé. Du coup, je me suis retrouvé avec un tout petit loyer. J'arrivais à tenir le loyer et j'avais la voiture pour pouvoir bouger sur les contests, quoi. Donc je m'arrangeais comme ça. J'avais la petite paye du shop, plus ça, plus le skate. Globe, c'est synonyme de voyage. Alors Globe, au départ, c'était pas du tout calculé comme ça. Moi, tu vois, à cette époque-là, déjà, de dire est-ce que tu veux un sponsor, c'était juste incroyable d'obtenir quelque chose. Donc moi, j'avais accepté parce que déjà, c'était les seuls qui voulaient de moi. Et puis moi, je connaissais pas trop la marque, mais ils m'ont introduit comme ça. J'ai découvert d'ailleurs que, quand je suis arrivé, c'était un mec qui s'appelait Todd Lee, un méchant surfeur australien qui s'est retrouvé à distribuer cette marque en France. Et il avait une toute petite structure avec une secrétaire. Ils étaient à Osgore et ça a démarré vraiment avec c'était tout petit par rapport à ce que c'est devenu la marque. Quand il m'a demandé de rentrer dans l'équipe, il m'a fait participer un peu à une aventure, quoi, en fait. Il m'a dit, l'été, j'allais travailler dans leur stock aussi pour faire un peu de thunes et en même temps, ça me permettait de rencontrer des gens du business aussi. Comme j'ai cité juste avant, le fait qu'il y ait des thunes avec les chaussures à bulles d'air qui sont devenues à la mode, eux-mêmes n'ont pas compris ce qui s'est passé, ça a grossi d'un coup, ils se sont retrouvés avec plein de budget pour pouvoir sponsoriser des gens. Et moi, comme j'étais dans les premiers, on s'est retrouvés avec, je crois la première année, c'était en francs, mais c'était quelque chose comme 10 000 francs pour pouvoir faire les Coupes de France sur l'année. Donc fallait bien sûr avancer les thunes, mais tu te faisais défrayer, etc. Et chaque année, ça a augmenté. C'était vraiment de 98 à 2006, quoi, quelque chose comme ça. Du coup, chaque année, on nous doublait nos budgets. Donc après, oui, effectivement, Globe, ça s'est transformé en voyage parce que déjà, c'était une marque australienne, donc il fallait absolument qu'on les rencontre à la base. Donc à un moment donné, avec les budgets, on a pu se permettre de partir en Australie et de voyager et de faire après des contests un peu partout en Europe, etc. Parce que ça marchait aussi en contest pour moi, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce côté-là. Mais si j'avais pas percé avec les contests, peut-être ce budget aurait servi pour faire des tours ou faire d'autres choses et streeter dans des villes en Europe. Mais ça, moi, c'est toujours via les contests que j'ai fait mes voyages, quoi, finalement. T'avais quoi en termes de dotation de chaussures par mois? Comment ça a évolué? Le premier truc que j'ai eu, il n'y avait même pas de contrat, c'était du verbal et c'était 2 paires par mois. Et c'était hallucinant parce que je devais peut-être skater avec une paire par an. Avec du scotch, de la colle, tout ce que tu peux trouver pour réparer tes choses. Et là, on te retrouve avec 2 paires de choses toutes neuves tous les mois qui tombent dans ta boîte aux lettres. C'était incroyable, quoi. Ça a commencé comme ça, et puis je te dis, après, il y a eu ça, plus de l'argent pour pouvoir voyager. Voilà, pour moi, c'était déjà le paradis, quoi. Je demandais pas plus, quoi. C'était déjà incroyable de pouvoir avoir ça, quoi. Et c'est l'Australie qui a été la destination de prédilection? C'est là où tu es allé le plus? En fait, c'est arrivé tard, l'Australie, je crois que c'est en 2002. Donc de 98 à 2002, on avait déjà pas mal baroudé en Allemagne, en Angleterre, dans toute l'Europe. Et il y a eu un contest, une Coupe du Monde qui s'est organisée à Melbourne. Enfin, il y en avait déjà eu une, je crois, en 2001, mais il n'y avait pas d'Européens. Et en 2002, donc, ils organisent ce contest. Moi, en parallèle, je me retrouve avec un bon petit budget. Genre, je crois que c'était quelque chose comme... il faudrait que je parle en euros, mais c'était encore en francs en 2002, mine de rien.
Mais c'était un truc comme 25 000 francs, donc je sais pas, ça fait 4 000 euros, 3 000 euros, 3 500 euros, quelque chose comme ça. Donc 3 500 euros, tu peux te prendre un billet, prendre un hôtel sur place et faire ton truc. Du coup, c'était un peu... j'avais envie de voir l'Australie. Et en parallèle, il y avait à ce moment-là Thibaut Fradin, Marc Aziza, Kevin Bessette, avec leur sponsor aussi, avaient envie de faire ce voyage. Du coup, on s'est retrouvés tous les 4 avec Kumolka en photographe. On s'est barré en Australie en prétextant qu'on voulait faire ce contest. Mais en fait, on voulait voir l'Australie, quoi. Et à ce moment-là, c'était une notion de tour ou c'était un voyage entre potes? C'était entre potes finalement parce qu'on avait tous des sponsors différents. Donc on ne pouvait pas considérer que c'était un tour. Mais par contre, c'était Thibaut, Marco et Kevin. Et voilà, on se connaissait bien des contests. On était un peu dans le même délire. On avait la même vision un peu du skate aussi, tous les 4. On n'était pas élitiste ou je sais pas quoi. On était plutôt, on voulait faire du skate, quoi. C'est tout. On voulait s'amuser, faire la fête, bouger, voyager. On était curieux de plein de choses. Et d'ailleurs, on avait fait un arrêt à Singapour de 3-4 jours juste avant. Et on n'avait pas fait le voyage en direct. On avait voulu visiter aussi d'autres pays sur le chemin, quoi. Et ça s'était super bien passé. On avait halluciné sur l'accueil des Australiens, qui était incroyable. Le niveau aussi, qui était incroyable. Et la compétition qui s'est super bien passée, où on s'est retrouvé à côtoyer les grosses stars du skate, qui étaient finalement comme nous. Certains avaient les mêmes moyens que nous aussi. Et donc c'était assez marrant. Et ce voyage m'avait beaucoup marqué. Et je crois qu'après, je l'ai renouvelé 4 années à suivre. Et à ce moment-là, c'était qui les grands noms du skate, enfin, ceux que tu as pu côtoyer en Australie, que tu voyais régulièrement? Eh ben, voilà, il y avait de tout, mais j'ai des anecdotes. On s'est retrouvé avec Willy Santos, il y avait des gars comme, il y avait un skatepark en fait où tout le monde se retrouvait à chaque fois là-bas, le YMCA là, à Melbourne, c'est au bord de la rivière, la Riverside là, je crois, c'est ça, le skatepark. Et nous on avait un hôtel pas loin, du coup on allait à ce skatepark s'échauffer au début, et là on était vraiment avec tous les gars, je sais plus, mais il y a des Coston, des Beeble, des Rick McCrank, enfin tous les grands noms que tu connais maintenant, ils y étaient déjà, et c'était que des gars qui skataient aussi, qui foutaient la merde aussi, qui faisaient la fête le soir aussi, et voilà, c'était assez marrant de voir ça, quoi. Et c'est ce moment-là où t'as apparu dans les magazines? Alors, ouais, enfin, le magazine, bizarrement, ma première parution, qui est incroyable, c'est Benjamin Debert qui m'avait pris en photo au bassin de la Tour Eiffel, parce qu'ils étaient en 97, c'était fermé pendant presque 5 mois, je crois. Et juste la seule fois dans le siècle, certainement, où ça a pu être possible. Il y a eu Video Days aussi. Ouais, mais ça c'était une semaine ou 2, je crois. Le bassin il était vide que ça. Mais là c'était 5 mois, tous les soirs on y était, quoi. C'était dingue. C'était incroyable de pouvoir profiter comme ça des bassins. Et je me suis retrouvé, Benjamin il m'a dit ouais, t'es chaud de faire un flip. Je crois que c'était sur la petite partie de la cacahuète. Et on a fait la photo. Et je me suis retrouvé dans un Transworld spécial Paris où il y avait qui déjà dans les photos? Il y avait Jérémy Daclin, il y avait Bob, il me semble. Denis Ménochet, l'acteur de Inglorious Bastard, qui était un putain de skater avant, voilà, lui il était là. Et il y avait Wham aussi, mais pas avec mon nom. En fait, Benjamin, il avait, tu sais, à l'époque, je crois qu'on s'appelait au téléphone avec un écho, tu vois, il n'y avait même pas de mail, il n'y avait rien. Donc il avait donné mon nom au mec de Transworld et il n'avait rien compris. Je m'appelais Yann Brohim. Voilà, il y a Y-A-H-N et Brohim comme un... Ouais, enfin voilà, je sais pas, je me suis retrouvé avec ce nom-là sur la photo. Mais c'était pas grave, j'avais ma photo dans Transworld, quoi. J'étais tellement heureux. Et ça devait être autour de 97-18, c'est le Transworld avec la couverture de Fred Gold en flip wall ride, la Brooklyn Bank. Voilà, c'est dans celui-là. Donc voilà, c'est parti de là, et honnêtement, voilà, c'est pas pour se la raconter ou quoi, mais à chaque fois qu'on me demande ta première parue, la première parue finalement, c'est dans un Transworld, quoi, indirectement voulu, quoi. Et je crois qu'après c'était Trix qui avait enlevé qui avait, comment, je sais pas comment t'expliques ce terme là, enfin c'était une capture d'image de la vidéo Puzzle 1.
Ouais, et je fais un grind sur la barrière à Évry, tu sais, je rentre dans le bassin, je ressors, je fais un grind. Et ça, c'était de la capture d'écran, c'était une séquence. Ouais, je crois que c'était Jonathan Choquel qui avait fait ça en dédicace à Big Brother, il me semble, parce que c'est eux qui faisaient ça en premier dans les magazines. Du coup, il avait fait un peu la même chose sur Trick. Ah, j'essaie de balancer au maximum des références, tu vois, pour les kids, quoi. Quand vous étiez en Australie, là, cette petite équipe, vous vous sentiez différent par rapport à tout un style de skate français? Ah, je vois ce que tu veux dire, mais bah ouais, déjà regarde, si tu regardes bien, regarde le casting, quoi. Il y avait Thibaut qui était aussi fort en street qu'en rampe, Aziza aussi. Donc déjà ça changeait un peu la donne d'un vrai gars qui faisait du street dans la rue ou quoi. Eux ils étaient polyvalents à fond. Et puis Kevin Bessette, c'était un extraterrestre. Il faisait des trucs incroyables, une espèce de grand dadé là, avec des dreadlocks qui te fait un ollie let flip no step en courbe. Tout le monde se regardait. Enfin, donc c'est sûr qu'on n'était pas, il n'y avait pas une conformité de quelque chose. Quoi. On était, je sais pas, moi je l'ai pas vécu des choses horribles, hein, mais je pense qu'on n'était pas, on n'était pas l'élite du skate français, ça c'est évident. Du coup voilà, on c'est comme ça aussi, c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvés, je pense. Mais bon, il y avait deux banlieusards, un Nantais et un mec d'Albi, je crois, c'est ça, de Toulouse ou d'Albi, je sais plus, Albi, ouais. Donc voilà, et en tout cas en Australie, je sais que on s'est intégré très rapidement avec les locaux. On avait chacun nos spéciaux, nos machins, nos tricks, et c'était bien accueilli. J'avais l'impression même d'être mieux accueilli en Australie qu'en France. Ouais. Et ça, c'est pas faux. Et de ça, il y a eu des articles dans des magazines via Jérôme. Exactement. Je crois qu'il avait Rydon à l'époque. Donc du coup, déjà, on avait pas mal de parus assurés avec Rydon. Et puis, il était en indépendant aussi. Il avait dealé des photos, je crois, avec Sugar, Freestyler. Toi, tu avais des primes parues? C'est arrivé assez tard, ouais, mais je crois justement le fameux Todd Lee, il était contre ça, lui, parce que je crois qu'il avait eu des embrouilles dans le passé avec le surf, avec ce genre de parution, parce que tu vois, c'est pas évident de valider une parution quand tu vois la moitié d'un logo. T'en as certains qui disent que c'est pas bon, d'autres qui disent que c'est ok, etc. Donc c'était parti sur des histoires. Il était pas chaud d'en faire, lui. Mais comme toutes les autres marques en concurrence le pratiquaient, à un moment donné, ils s'y sont mis aussi, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez ambigu de faire des primes parues. Des fois, tu vas faire une cover de magazine, un flip sur 20 marches. Hein, c'est un exemple à la con, mais on va pas avoir de paru. Pourtant, la photo, elle va être dingue. Et puis, il va y avoir une photo à la con d'un report dans un contest. Tu vas faire un 5-0 sur un quarter, on va voir le logo en gros, et là, tu vas prendre des thunes. Tu vois, donc, c'est un peu débile, quoi. Comment elle a évolué, ta relation avec Globe? Tous les ans, c'était de mieux en mieux. Ça a doublé, ça a augmenté, il y a eu de plus en plus de possibilités. J'en étais devenu même le team manager, mais sans un statut, sans être déclaré, sans être payé réellement. J'avais juste un budget un peu plus important pour pouvoir organiser des tours ou des voyages avec le team, quoi, avec l'équipe. Donc j'étais assez impliqué. Et puis, il y a eu une période un peu pourrie, là, fin 2005, 2006-2007. Là, c'était la crise dans le skate aussi encore. Où là, on s'est retrouvé avec zéro budget. C'est-à-dire, moi, j'étais passé de 7 000 € de voyage à zéro. Mais sans explication. Et le mec qui était l'intermédiaire pour m'expliquer ça, c'était pas un skater. C'était pas quelqu'un avec qui on s'entendait vraiment bien. C'était un mec qui faisait du surf, qui était pas trop impliqué dans le skate. Lui, il faisait son boulot et c'est tout. Et il nous a annoncé ça d'une manière assez insolente, quoi, en fait. Il nous a dit bon, c'est bon les gars, vous avez déjà bien voyagé, faut laisser la place aux autres. Et il m'avait mis à zéro. Et je l'avais super mal pris. Et puis ça m'avait coupé aussi tout mon emploi du temps de l'année parce que c'était compliqué, on vivait au jour le jour et donc à chaque fois c'était en suivant ce qu'on avait, on fallait s'organiser très rapidement. Et là ça avait tout niqué mon plan je crois que c'était l'année 2006. Ils rechangeaient toutes les structures et je crois que c'était l'année où ils ont fait rentrer Mark Appleyard et j'ai appris par la suite que dans tous les pays du monde, tous les gars qui étaient chez Globe ont eu les budgets complètement restreints ou cutés via cette histoire parce qu'en fait il fallait payer des gars super forts, ce qui est logique aussi, hein, mais je le voyais pas comme ça à l'époque, parce que j'étais impliqué et c'était une époque où on te disait quand tu rentres dans une marque, tu restes à vie et tu travailleras dedans, etc.
Et donc moi j'avais ces attentes et c'est pas du tout arrivé. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain avec 0 thune. Et j'avais juste pour l'année d'après, j'avais juste des primes parution justement, et avec un plafonné à 2500 €, donc c'était minable. Et le 1er janvier 2006, je crois, le Sugar avec mon interview est sorti. Et j'ai fait les 2500 € de primes parues juste avec ce mag. Donc au final, à la fin janvier, j'avais déjà le plafond et il y avait plus rien qui me retenait chez Globe finalement. Merci Seb du coup. Ouais, je peux remercier Seb, exact, c'est vrai. Et mais c'était assez fou quoi, parce que c'était l'année, enfin j'avais été champion, j'avais gagné un championnat d'Europe en Norvège à Stavanger. J'avais cette interview de 16 pages dans Sugar et je me fais kicker de la marque quoi. C'est assez révoltant quand même. Mais du coup voilà, j'ai fait avec. En fait je m'étais pas fait kicker hein, mais j'étais réduit. Et du coup quand j'ai eu les primes parues et que le Sugar est sorti, à ce moment là il venait juste de remettre un nouveau gars en place, c'était Greg Poissonnier, avec qui je m'entends super bien, que c'est un méchant pote et tout, mais il s'est retrouvé dans ce truc là sans le vouloir lui. Et il savait pas trop comment gérer la situation et je lui ai dit écoute je me taille, c'est pas grave, lui il était pour rien. J'étais un peu révolté par rapport à tout ce que j'avais donné 9 ans et demi à Globe. Ils m'ont beaucoup aidé aussi mais j'étais vraiment à fond avec eux et finalement je suis parti comme ça, super en colère. Et je crois 2 mois après, Gomor il m'a recruté chez V7, chez Etnies. Et puis j'ai fait un Teenage Tour et puis c'est reparti de plus belle après avec une autre équipe quoi. Donc finalement voilà, c'était juste ce petit passage qui était un peu navrant. Surtout que j'avais rien à me reprocher puisque comme je te disais j'avais fait ces parus et tout, enfin j'avais fait mon taf. Pour moi j'avais fait le taf quoi, voilà. Pour revenir à cette histoire d'Apple Yard, il me semble qu'ils avaient racheté les stocks de Circa, exact. De Circa. Dans Sugar, on avait dit que c'était une histoire de gros sous entre Globe et Apple Yard et c'est possible qu'ils aient enlevé des pubs. Moi je te le dis, j'étais en interne, c'est ce fameux gars qui m'a éjecté qui a bloqué vos pubs chez vous après via cette petite phrase qu'il a considérée comme un pic. Et ça je te le confirme, je l'ai su après aussi. À ce moment-là, tu ridais déjà pour Rare. Je commençais à rider pour Rare, je crois. C'était en 2002. Il m'avait parlé de son projet, Nico. Nico, c'était un petit gars qui venait skater à Évry avec nous, que j'avais rencontré la première fois à Zoomies, à Wevelgem, là, au skatepark. Parce que tu vois, à Paris, c'était tellement la mise. Enfin, c'est pratiquement encore la mise. Enfin, non, je dis ça, c'est pas vrai. Il y a Villiers-Échelle, mais il n'y avait pas Villiers-Échelle à l'époque. Et on allait jusqu'en Belgique pour pouvoir skater un skatepark couvert, quoi. C'est quand même aberrant, quoi. C'était 2 heures de bagnole, mais c'était le seul endroit. Zoomies. Voilà, Zoomies. Et Nico, qui habitait aussi dans le 91, que je connaissais pas du 91, mais que j'ai rencontré à Wevelgem à Zoomies. Nicolas Eustache, exactement. Et du coup, on a fait connaissance comme ça. Et, il avait déjà son pop de cheval, il faisait déjà des 3-6 flips dans les airs. Et il m'a impressionné de fou, quoi. Et puis il me balance, je crois à la fin de la session, on est en Belgique, il me dit mais moi j'habite à Limours, près de Saint-Arnoux. C'est un bled au péage quand tu pars vers Bordeaux. Voilà. Et j'avais halluciné, ah ouais, t'es de là-bas, ok et tout. Et en fait, à partir de là, il a commencé à venir skater avec nous à Évry. Et puis il m'a parlé de ce projet quelques temps après. Il avait déjà branché Christophe Picard dedans, Fred Constant, qui d'autre, Nico Canu, plus 4 autres gars qui skataient avec nous aussi, Tristan, qui était le graphiste, qui est un gars avec qui je skatais à Évry dans les années 90 déjà, qui lui était plus du côté de la bande à Poiral, tout ça. C'était des mecs, on les appelait les mecs en DC Shoes. Ils avaient tous des DC Shoes et c'était la bande de Anthony par là-bas là, avec plus tard il y a Tao qui est arrivé aussi et tout ça quoi. Mais ouais, c'était cette équipe-là avec Tristan. Ça faisait combien de temps que ça existait, Rare, quand tu as intégré l'équipe ? Moi, je crois que ça faisait déjà 1 an. Il y avait déjà une série de boards qui était sortie. Je suis arrivé à ce moment-là. J'étais passé avant ça par... alors, il y avait Asnowboard qui m'avait sponsorisé, il faisait des boards. Et j'étais avec Hugo Liard dans le team. Et incroyable, quoi. Et on avait des champignons magiques sous nos boards. Voilà, c'était ça les dessins.
Et pareil, Hugo aussi, je l'avais rencontré en Belgique, un contest à Malines, à Melken ou Malines, je sais plus, il y a une version française et une version flamande. Et j'avais vu un mec avec la même board que moi, genre mais qu'est-ce que c'est que ce gars et tout. Et c'était Hugo Liard, et il me dit moi aussi je suis sponsor à snowboard, et on s'était rencontrés comme ça. Donc ça c'était vers 2000 je crois, donc j'avais ce premier sponsor. Après j'avais un autre truc avec Lutèce, avec Nico Vanneville qui avait fait sa marque. Nico Vanneville, célèbre représentant chez Nike 6.0 à une certaine époque, et qui était avec moi aussi dans le 91, un méchant pote aussi. Et du coup, j'avais fait un truc avec eux, mais ça n'avait pas abouti non plus. Et puis à ce moment-là, Eustache est arrivé et il m'avait proposé Rare. Et je me rappelle que le premier graphisme, c'était une board qui avait un visage un peu comme un b-boy de tagger. Sauf que la planche, tu la mettais à l'envers, tu avais un autre visage avec une barbe, et tu la mettais de l'autre côté, c'était un autre visage avec des cheveux. Enfin, c'était mortel. J'avais trop aimé le concept, et à partir de là, on est rentré on est rentré chez Rare, et on a essayé de faire ce que vous avez vu après sur 5-6 ans. Beaucoup de démos. Beaucoup de démos, ouais. Mais c'est vrai que c'était hyper important d'avoir un contact avec finalement des petits gars qui skatent, quoi. Et c'était pas le cas des pro ricains, on les voyait que en mag ou en vidéo, et du coup c'était bien, mais voilà, c'était trop du rêve. Alors que de skater avec des gars qui avaient une marque locale, et de faire une démo dans des petits patelins, parce que Nico il adore les petits patelins, c'est un mec qui prend pas l'autoroute, tu vois, c'est un mec qui prend que des départementales et des nationales. Donc du coup on s'est retrouvé à barouder dans toute la France, à faire des démos à Alençon, dans une bourgade près de Metz, dans toute la partie est de la France. Je crois que le premier tour de skate qui a été fait, c'était justement un tour globe avec William Fan, Raph Brunis, Nico, d'autres gars, et on était partis dans l'est de la France parce que personne n'allait là-bas. Et nous, on l'avait découvert qu'il y avait plein de spots dans le coin via les démos Rares et via Nico, quoi. Et là, tu as un premier pro modèle chez Rare aussi ? Et exact. Alors, je crois que c'est après un an ou deux. Je crois que c'est l'année où j'ai gagné la Coupe d'Europe là, en Norvège. Je crois qu'il m'a dit voilà, on a envie de te faire un pro modèle. Moi, j'étais pas chaud, hein, vraiment au départ. J'avais un peu cette réticence de non, mais moi j'ai pas le niveau, enfin voilà, pourquoi tu veux ça? Mais en fait il m'a expliqué que c'était assez important de mettre des têtes par rapport à la marque pour pouvoir booster un peu, dynamiser un peu la compagnie finalement. Et du coup voilà, je me suis retrouvé avec ça, et c'était je sais pas si tu te rappelles, sur les appareils photo jetables, t'avais toujours une petite bonne femme avec une flèche et la distance pour te dire à peu près à combien il faut shooter, etc. Et c'était ça le premier graphisme de la board Rare. C'était une fille avec une flèche, et puis il y avait une tête, mais la tête me ressemblait un petit peu. Et sur le côté, c'était vraiment les codes de Kodak. Donc on avait repris ça pour faire la série. Et avec le recul, tu trouves ça normal d'avoir eu un pro modèle à ce moment-là ? Finalement, pour une compagnie française comme on était, et avec la bande de potes qu'on était, finalement, je l'ai compris, je l'ai vite compris, et puis il y en a d'autres qui sont arrivés derrière aussi avec nous, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, voilà, il y avait déjà ce terme, qu'est-ce que c'est être pro en skate, quoi. C'est pas gagner des millions, c'est pas voyager en jet privé ou je sais pas quoi. Non, c'est d'avoir une board signature, quoi. Enfin, d'avoir un modèle que t'as choisi, t'as demandé telle shape, telle taille, il y a ton blast dessus. À partir de là, tu as un pro modèle, quoi. Ça veut pas dire que tu es pro ou que tu en vis, hein, mais c'est ça le terme du skate, d'être pro, quoi. C'est d'avoir une planche à son nom, quoi. Donc j'étais quand même fier et content de participer à ça, que eux me l'aient demandé aussi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je l'ai assumé entièrement après. Surtout qu'on s'était pas dit qu'on était une marque qui allait tout niquer dans le monde, quoi. Tu vois, c'était juste la bande de potes qui faisait on essayait de faire comme les Américains et comme les autres, mais à notre petite échelle, quoi. T'as eu un graphique de board qui restera dans les mémoires. C'est-à-dire celui de la marionnette. Ouais, exact, le Benihana en marionnette. Ouais, c'était assez marrant. Tu peux revenir sur ce qu'est le Benihana ? Alors le Benihana, c'est un trick que... Alors attends, faut que je revienne loin en arrière, mais je l'ai appris, il me semble, hein, que la première fois que j'en ai fait un, c'était à Versailles. Tu peux décrire le trick ? Le Benihana, ça consiste à faire un one foot du pied arrière pendant que tu es en train de monter en ollie, et tu grabes au tail ta main arrière
sur la board. Enfin, tout le monde connaît le Benyana. Tu sais, mine de rien, les jeunes, ils le connaissent très bien, ce trick. Tu vois, c'est quand même un truc très connu. Il n'y a pas besoin vraiment de l'expliquer. Hein. Mais c'est vrai que ce trick-là, je l'avais à l'œil. Alors, on va savoir pourquoi, mais je l'avais à l'œil. Et si je me rappelle, c'était à Provins, je crois. À Provins, un fameux contest où je crois même que toi, tu y étais, tu participais. Non, il y avait Samir qui participait, en tout cas, ça c'est sûr. Salim aussi, plus d'autres gars. C'était un des seuls contests où les Parisiens s'y prêtaient au jeu. Tu vois, ils venaient tous. Provins, c'était très très Provins, chouette. c'était chambé. Hein. Et là-bas, il y avait une table et je l'avais appris là. Et du coup, à chaque run, je le faisais en premier trick, je crois, et ça rentrait à chaque fois, quoi. Donc j'étais trop content. Sauf que, bon, voilà, Benyana est devenu un tricks qu'il fallait surtout pas faire, qui était dégueulasse. Merci Josh Casper. Voilà, exactement. Et je savais pas, moi, mais moi j'étais content, je le faisais à l'œil et ça marquait des points en contest. Du coup, je le faisais à chaque fois, quoi. Et pareil, quoi. Je crois que j'ai arrêté d'en faire tellement je me faisais charrier. Et je crois que c'est même, encore une fois, c'est Louis Pa qui m'a dit fini maintenant, t'arrêtes tes Benyana, là, tu fais autre chose maintenant, faut passer à autre chose, faut avancer, faut évoluer. Et il avait pas tort. Et à partir de là, je me suis dit, ok, j'arrête ça. Et c'est vrai que c'était assez marrant de voir comment on était à cette époque. Il fallait vachement contrôler son image. Un trick pouvait péter ton image, tu vois, la preuve, hein, c'est. Genre, tu pouvais faire d'autres tricks, hein. Je savais faire des flip nose wheeling, des machins, des trucs comme ça, mais non, le fait de faire des Benyana, on te mettait tout de suite une étiquette du lui c'est un Captain Demo qui va faire toujours le même run, toujours les mêmes tricks et ça saoule. Donc, c'est un peu ce que t'étais. Oui et non, parce que je le voyais pas comme ça, moi, tu vois. Moi, je pensais surtout à. Moi, je voulais du matos, je m'en foutais du reste, tu vois. Je pensais pas à travailler mon image, j'avais pas l'impression déjà d'être une image qui pouvait se vendre ou j'en sais rien, je voyais pas ça comme ça, moi, du tout. Je savais pas qu'on me jugeait, moi, par rapport à mes tricks, tu vois. Genre, moi, je faisais du skate, c'est tout. Mais c'est vrai que par la suite, quand tu représentes une marque, que tu dois rendre des comptes à certaines marques, faire des photos, faire des trucs, c'est vrai qu'à un moment donné, l'image est importante et c'est ça que c'est ton image après qui va être positif ou négatif à tes sponsors, quoi. Donc forcément, il faut bien la travailler à un moment donné aussi. Et via les tricks, via le style, ça semble logique que c'est là que tu es jugé, quoi. Évidemment. Et c'était Louis Pa le garde-fou alors. Louis Pa, c'était le gars qui était franc avec moi. Tu vois, il me disait vraiment, vas-y, fais pas ça, t'es con, machin. Tu vois, c'est vrai que il était souvent pour me donner 2-3 conseils comme ça. Mais après, t'avais d'autres gars, j'ai plus les noms, hein, mais qui me disaient le contraire, qui disaient mais non, mais qui niquent leur race, tous, c'est bon, fais ce que tu veux, tu fais du skate, c'est pour toi, on s'en fout du reste. Mais j'écoutais vachement Louis Pa parce qu'il était très influent. Louis Pa, il avait le style, les figures, c'était le patron, quoi. Pour moi, c'était lui le patron, quoi. Donc forcément, t'écoutes le patron quand il te dit un truc. En tant que skateur bridé, vous vous serriez les coudes? Il doit y avoir un peu de ça, évidemment, hein, parce que on a eu un méchant feeling ensemble, et William Fan aussi, on a eu un méchant feeling, hein, tous les trois, 3 générations. Enfin non, j'ai la même génération que lui pas, mais il était bien là avant moi. Donc du coup, on a l'impression d'être de 3 générations différentes, et ces 3 asiatiques, on s'appréciait bien tous les 3, bien sûr. Mais il n'y avait pas non plus ce côté diaspora et tout, je te le dis tout de suite, hein, c'était... Riyad, Mafia. Voilà, non, il n'y avait rien de tout ça encore. Non. Et qu'est-ce qui se passe après Rare? Alors là, après Rare, on a la marque malheureusement s'est terminée pas en queue de poisson. Non, comment c'est ça qu'on dit? Je suis même pas sûr. Non, c'est pas en queue de poisson qu'on doit dire. Non, je sais plus ce que en œuf de boudin, c'est ça, ouais. En quoi? On coupera ça, hein. Mathias, tu couperas ça, merci. On coupera au montage. Ouais, voilà, ouais. En fait, ça s'est arrêté, mais ça s'est pas arrêté cash, quoi. C'est-à-dire que Nico, il s'est retrouvé quand même à nous annoncer qu'il faut qu'il arrête. Mais il avait quand même du matos à vendre, à vider, quoi. Il avait des stocks encore remplis. Donc il a continué la marque tout seul, en étant représentant, rider, et pour pouvoir finir de vendre tout ça. Et puis clôturer le truc parce qu'il n'y avait pas de possibilité de reprendre. Je crois qu'il était avec 3 autres associés, que c'était compliqué, il fallait racheter les parts des autres pour pouvoir refaire tout seul. Donc à ce moment-là, il a un peu abandonné. En même temps, il s'est passé plein de choses, donc c'est la crise du business. Donc il y avait quand même beaucoup moins de budget partout, moins de choses à organiser. Et il me semble qu'à cette même période, il me semble que lui s'est retrouvé à travailler à Woodland, ça? Non, Woodshop, pardon, non je sais plus, un magasin à Massy-Palaiseau.
Il s'était rangé aussi, il travaillait de son côté. Ah oui, voilà, excuse-moi, c'est ça, je voulais en revenir là-dessus. Il y a eu la mairie qui s'est retrouvée en travaux, pile à cette époque aussi, en même temps. La mairie Donc d'Evry. la mairie d'Evry, là où on vivait tous les jours, 24 heures sur 24, on se retrouvait là tout le temps. On peut voir plein d'images dans la vidéo rare, storyboard. On voit le spot de tous les angles possibles. Et en fait, ce spot-là, il était en rénovation parce qu'il y avait des fuites dans le garage en dessous. Et du coup, ils ont enlevé toutes les plaques, ils ont tout fait, ce qui actuellement est le cas au Dôme. Et du coup, ils avaient tout refait. Et donc, du coup, on pouvait plus skater là-bas. On n'allait plus à Évry, on allait skater à droite à gauche et je crois que tout est arrivé en même temps. Moi à ce moment-là j'étais avec une nana qui vivait sur Paris, j'ai été la rejoindre là-bas. Donc du coup ça a été un peu un grand changement pour tout le monde et c'est comme ça qu'on s'est pas perdu de vue mais qu'on a chacun fait notre route. Je crois que Christophe Picard à ce moment-là, lui il a ouvert le Villiers sur Orge. Le skatepark. Voilà, lui il a fait son association et il a pris des gars d'Evry aussi dans la bande et ils ont fait le skatepark via là-bas. Moi, je suis parti à Paris. Nico, il a commencé à travailler dans ce shop. Et voilà, on a commencé à faire route solo, chacun de notre côté. Et comme je te disais, moi, une fois que j'étais à Paris, j'ai intégré après V7 et Etnies. Et en parallèle, j'ai trouvé un nouveau boulot qui était American Apparel. Où je travaillais de 20h à 2h du matin. Donc, j'avais toute la journée pour pouvoir faire du skate et je travaillais le soir. Puis je suis parti après dans une espèce de routine et puis les sponsors sont tombés les uns après les autres et puis je crois que vers 2008, un truc comme ça, j'avais plus rien. J'avais plus que le taf, le loyer énorme parisien et par contre Street Machine qui était toujours derrière moi pour m'aider au niveau matos. Et entre-temps, par contre, j'ai pas du tout cité ça, mais de 2001, 2002 à 2006, j'étais chez Jusco, qui est devenu Starco par la suite à Paris. Mais je ridais pour ce magasin qui était à Enghien-les-Bains, avec Michael et Defray, qui était un vrai grand passionné du skate et qui était très intéressant. Et la vie parisienne, comment ça se passe ? Et bien, la vie parisienne, ça m'a plongé finalement dans le commencement. J'avais ma board, j'allais sur les spots, je connaissais du monde, mais j'avais pas vraiment ma bande. Donc j'allais un peu au Dôme, j'allais un peu à Bercy, j'allais un peu à Bastille, puis voilà, j'étais un peu partout dans Paris, mais j'avais plus ce truc d'Evry là où on se donnait rendez-vous, puis on se retrouvait tous quoi. Là, la motive, elle a commencé un peu à baisser parce que il y avait ce boulot à côté, qu'il y avait plus autant de facilité pour pouvoir voyager avec le skate. Et en parallèle, il y a eu un peu cette mode des vélos à pignon fixe. Et le Fixie. voilà. Et Jusco avait un magasin qui s'appelait Cyclope. Et la première vidéo, c'était Mash, des gars de Giovanni Turner, des skateurs qui avaient fait une vidéo avec ce genre de vélo. Donc c'était un vélo sans frein à pignon fixe et tu freinais par tes propres moyens. Et du coup, c'est ça qui était intéressant, c'est que c'était un sport dangereux et qu'il y avait il y avait une prise de risque comme en skate. Donc comme je te disais avant, j'avais trouvé un boulot où je travaillais le soir, donc il fallait rentrer à 2h du matin du taf et il n'y avait pas de Vélib encore. Et moi je me suis retrouvé avec un fixie entre les pattes et puis j'ai commencé à faire du vélo comme ça juste pour rentrer le soir et tout. Et c'était assez marrant parce qu'il y avait une espèce d'euphorie du départ où les tricks déjà étaient plus faciles à apprendre, donc ça avait un peu ce côté comme en skate, tu scotchais un peu pour comprendre les bases, l'équilibre, essayer de rouler en arrière, faire des freinages en slide, etc. Et ça m'a bien branché, mais ça m'a surtout remis une condition physique au top. Tu vois, avec ça, j'ai commencé à avoir des bonnes cuisses et c'est ça qui m'a permis de reskater à fond en parallèle. Parce qu'à cette époque-là, je commençais à avoir vraiment mal partout. J'avais plus la motive. Et puis tu sais, en skate, si t'as pas la motive, c'est pas évident d'aller skater, quoi, d'aller prendre des coups sur un spot tout seul, à te faire chier. Enfin voilà, j'avais plus du tout cette motive. Et via le vélo, comme ça m'a replongé un peu dedans, quoi. Et en parallèle, l'équipe où je travaillais elle s'est dissous, donc il restait plus que moi, il fallait trouver d'autres gens, donc j'en ai parlé à d'autres gars autour de moi et il y a plein de skateurs qui ont commencé à intégrer l'équipe d'American Apparel avec moi, c'est-à-dire Daniel do Brasil, que tout le monde connaît certainement dans les Parisiens qui écouteront ça, ils savent de qui je parle. Il y avait Joe Chabot aussi qui était un bon skateur qui était chez Nosebone déjà à l'époque. Lui il travaillait le soir aussi avec moi. Il y avait Adrien Ozouf, lui c'était une autre génération, des petits jeunes de Bastille. Il y avait Antonin Folio qui était mon caméraman de skate chez Rare et après avec V7 aussi. Donc le soir, il y en avait la moitié en skate, l'autre moitié en fixie et on allait à 2h du matin, on allait se promener dans tout Paname, on avait tout Paris pour nous
Et là, c'était des bonnes années assez marrantes, quoi. On s'est bien poilé à cette époque-là. Et puis, je crois qu'à ce moment-là, il me semble, tu sais, il y avait les contests par équipe à Shell. Il y avait une équipe Vans, une équipe Nike, je crois que c'était des marques. Il y avait des skate shops, mais il y avait aussi des marques. Et un jour, il y avait la team Nike, ils avaient un gars en moins. Il n'y avait que Marc Aziza et Henrik Pekatus. Il leur manquait quelqu'un. Et Arnaud Darroux, avec qui je m'entendais bien déjà à l'époque. Arnaud Darroux qui s'occupait de Nike. Ouais, lui s'occupait de Nike. Il m'avait demandé si j'étais intéressé de faire ce contest. Il m'avait dit, bon, je te préviens, je te prends pas dans le team, hein, c'est juste on a besoin d'un gars, est-ce que tu es chaud? Et puis je te filerai des pompes par la suite si tu as besoin, etc. Et je suis rentré comme ça indirectement avec Nike par ce contest, quoi. Et derrière, il y a Bamack qui a repris le boulot de Arnaud Darroux. Moi, à ce moment-là, j'avais quitté American Apparel. Street Machine venait de fermer et je devais réouvrir Starco m'avait demandé si j'étais chaud d'ouvrir un skate shop avec eux. Du coup, ça c'était vers 2010, quelque chose comme ça, 2010. J'ai réintégré cette équipe, j'ai retravaillé là-bas et j'ai continué à recevoir des Nike via ce shop. Du coup, voilà, j'ai commencé à recevoir régulièrement des pompes. Il m'a inscrit dans un wear test où je suis parti en Hollande, ce qui était avec d'autres gars de shop. On s'est retrouvé à skater avec Coston, iShadwear pour tester une chaussure. Voilà, c'était que du rêve et c'était reparti comme en 14. En 40. En 40. Moi, je suis la Première Guerre mondiale. Moi, je suis pas, tu vois. Mais du coup, ouais, voilà, c'est assez marrant. Je me suis retrouvé comme ça à remettre des Nike et à reskater. Et puis derrière, Bama qui m'a... Enfin, t'as différents domaines dans le marketing et je crois qu'il y avait une dotation pour les entre guillemets les anciens et je me suis retrouvé dans ce truc là et j'ai joué le jeu aussi à fond parce que j'avais plus rien de toute façon et puis voilà, que demande le peuple, c'est Nike qui t'offre des pompes, tu vas pas dire non, quoi. Et par rapport au skate, la motivation, comment ça s'est passé? Et la motivation par rapport au skate, pareil, toujours vers 2010-11, il y a Coolio dont j'ai pas encore parlé. David Coolio, célèbre caméraman de skate, mais qui était surtout un grand skateur et avec un pop monstrueux. Et lui avait une marque depuis 2006 qui s'appelait Metropolitan, mais ils avaient fait une pause, ils avaient mis de côté. Et il m'a rebranché fin 2011, je crois, en m'expliquant qu'il voulait relancer la marque. Il voulait pas faire une marque comme toutes les marques lambda avec des jeunes, des machins, des trucs. Non, il a voulu prendre que des vieux. Donc il y avait dans le plan, il y avait Gigi Rousseau, Vincent Bressol et Lee Smith. Et on s'est retrouvés tous les quatre à intégrer le team. On n'aurait pas les mêmes attentes, on n'avait pas nous non plus donné autant que pourraient donner des jeunes dans une vraie équipe. Mais c'était plus ce côté expérience et ce côté David disait ouais, il y en a marre de voir tout le temps la même chose, faut que ça change un peu aussi, quoi. C'était un peu le principe tout le monde faisait un peu pareil, quoi, donc ça tournait un peu en rond, quoi. Donc du coup David il m'a branché sur ce projet, il m'a dit on relance la marque, on a du budget, est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai accepté naturellement parce que déjà c'était un pote qui me proposait une aventure et voilà, j'avais aucune attente derrière, c'était juste pour le fun et pour s'amuser qu'on a fait ça, quoi. Du coup voilà, on a quand il a relancé, c'était toujours Mark Newton, le graphiste, qui est un très grand artiste que j'apprécie beaucoup. Qui a un bon background aussi dans le skate, qui travaillait à Slam City Skate avant, à Londres, et voilà, qui est super sympa, avec qui on y avait vraiment un méchant feeling. Et du coup, on s'est retrouvés dans cette aventure tous les trois. C'est un moment où on accepte un peu plus qu'on peut skater un peu plus vieux. En fait, on ne s'est même pas calculé finalement, tu vois. Enfin, moi, à cette époque-là, je te dis, j'avais traversé un long désert, j'avais connu la galère, il n'y avait plus rien, je vivais dans 14 mètres carrés, en sous-location, enfin, c'était une catastrophe. Enfin, c'était pas une catastrophe, c'était déjà sympa de m'avoir proposé ça, mais j'étais vraiment dans un sacré merdier. Donc de là, une marque avec une virgule me dit, tiens, on va t'envoyer des pompes parce que t'es un bon skateur à une certaine époque, puis tu skates toujours, t'es toujours sur le terrain, même à ton âge, etc. Du coup, voilà, on va t'encourager. À côté de ça, un autre pote, un mec qui a du goût en plus, avec une marque que j'ai appréciée, qui me dit on va te faire un pro modèle et on va se refaire des sessions à la cool, on va aller filmer et tout, on va se marrer. En plus, avec des anciens potes avec qui j'avais jamais pu faire quelque chose puisqu'ils avaient tous des sponsors différents et des marques différentes.
Là, on se retrouve tous les 4 embarqués dans cette aventure. C'était le premier truc qui te vient en tête, c'est la motivation, quoi. C'est bon, vas-y, c'est parti, on va aller se mettre des missions, on va essayer de refaire du skate, on va essayer de refaire des tricks. Quand tu perces dans le skate, c'est l'ego qui fait aussi que tu avances. Tu vois, les tricks sont interminables, c'est infini et tu as toujours envie de faire quelque chose, tu as toujours envie d'apprendre quelque chose et ça m'a reboosté direct. David, je lui dois tout, là, en tout cas de 2012 à maintenant. Si je suis encore là en train de skater, que j'ai 41 ans, que je suis avec à République presque 3 fois par semaine et qu'on skate comme des malades, c'est grâce à lui parce qu'il m'a remis dedans dans le truc direct. J'avais pas un dégoût, mais j'étais hyper déçu à cette époque-là de tout ce qui se m'était arrivé. Et puis voilà, quand tu broies du noir, c'est dur de ressortir de là. Et lui, il m'a vraiment motivé, quoi. Et c'est assez marrant parce que il y a une anecdote, c'est-à-dire quand j'avais pas de sponsor au tout début, là, quand je te parlais du contest à Cholet, le premier gars qui m'a parlé, c'est David Coulio justement. C'est le premier gars qui m'a dit ouais, j'ai entendu dire qu'il y a machin de Globe, il serait peut-être chaud de te prendre. Je t'ai rien dit, mais voilà, sache qu'il y a ça peut-être qui va arriver et tout. Et c'était le premier gars qui m'avait parlé dans le skate que je connaissais pas, mais qui était fort et qui donc du coup voilà, David c'est vraiment c'est le poteau, quoi. C'est le vrai gars que j'ai eu depuis le départ, depuis ses 20 ans de skate, quoi. Donc voilà, c'est marrant, la boucle est bouclée grâce à lui, quoi, finalement. Et c'est lui aussi qui t'a donné envie de faire des vidéos du coup sur Insta ? Alors ouais, peut-être indirectement, mais j'ai eu déjà des discussions là-dessus et l'époque où on n'avait pas de téléphone qui filmait et où il fallait appeler un mec, qu'il fallait qu'il soit dispo. En général, le gars qui avait la caméra, il jouait de ça aussi parce qu'il y avait plein de gens qui le voulaient. Naturellement, hein, mais je me suis senti obligé de faire des vidéos avec ça. J'avais cette frustration du passé où, j'expliquais ça l'autre fois, mais on a tous une anecdote de « Ouah, te rappelles tel jour, telle session, il y avait machin, il était on fire ce jour-là, il a fait tel trick, tel machin ». À part des souvenirs ou du blabla, on n'a jamais eu quelque chose en image, quoi. Avec un téléphone maintenant, il est dans ta poche, il y a le mec qui est en feu ce jour-là, tu sors le téléphone, tu le filmes, voilà, t'as immortalisé ce moment-là. Et c'était ce côté-là qui était hyper attrayant. Après, il y a Instagram qui est arrivé. Les vidéos sont arrivées, la façon de compter les vues, etc. C'est encore autre chose. Ça, c'est quelque chose de plus technique. Mais le départ de tout ça, je te dis, c'est cette frustration d'avoir qu'un caméscope avec une cassette, 10 gars qui veulent faire 10 hammers sur 10 spots différents. Du coup, tu tranches et puis c'est le meilleur qui se fait filmer. Et puis nous, on attend sur le côté, on le regarde et on n'a pas l'image qu'on voulait ce jour-là. Et le jour où le caméraman est prêt, toi, t'as pas du tout envie de skater ce jour-là. Et du coup, t'es frustré parce que tu n'as pas filmé quelque chose de bien. Donc là, évidemment, avec un téléphone qui filme, il est opérationnel à tout moment. Et le jour où tu as envie de donner, tu peux le filmer, quoi. Donc c'est ça qui est mortel. Et c'est ça qui m'a plu. Mais c'est devenu maintenant quelque chose, c'est une addiction presque, hein, mais c'est un plaisir et voilà, moi j'ai découvert mon premier ordinateur, je l'ai eu je crois en 2002, tu vois, 2003. Moi je connaissais pas les ordi avant et je suis allé l'acheter à Montgallet en pièces détachées. Je me suis retrouvé avec un truc, un vrai jeu de Lego. J'ai découvert d'abord ça, après on m'a passé des logiciels, j'avais un des premières et du coup c'était assez facile finalement, c'est assez intuitif, tu vois, tu prends les images, tu cuts au bon endroit, tu les rajoutes les unes après les autres. Et voilà, après il n'y a pas de trucage, il n'y a rien du tout, mais voilà, monter du skate, c'est très basique. Donc le téléphone, c'était un peu la continuité de tout ça en miniaturisé. Comment ça se passe, un Insta de Yann Garin ? Déjà, tout le monde pense que je suis structuré, etc., mais il n'y a rien de tout ça, hein. Chaque vidéo que tu as pu voir, les 3/4 en tout cas, c'est de l'instantané comme ça s'appelle Instagram, quoi. C'est-à-dire je pars en session et on filme des tricks et le soir je regarde ce que j'ai filmé et puis je fais un montage avec. La petite touche que j'ai apportée, c'est que moi je filme aussi ce que je vois, pas que du skate. C'est-à-dire on va de République à Jussieu. Sur le chemin, je sais pas, il va y avoir un truc marrant, je vais avoir ce réflexe de sortir le téléphone, de filmer le truc. Après, le challenge, c'est de l'intégrer dans le montage. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc tout ce que tu peux voir dans les vidéos, c'est plus ou moins mes sessions. Donc je suis jamais avec les mêmes gars. Donc il y a pas c'est pas labellisé, je suis pas dans une écurie et contre une autre écurie. Non, je skate vraiment avec tout le monde. Donc dans mes Insta, tu peux voir des gars de partout, de toutes les marques possibles, de tous les shops possibles, de tous les pays possibles. Ça se passe naturellement, c'est simplement une session que j'ai fait avec eux. J'essaie de l'immortaliser sur 15-30 secondes.
Et bien sûr, après j'ai mes petits trucs à moi, et voilà, j'adore la musique. J'ai aussi ce background, tout ce qu'on a pu dire avant là. Donc j'ai 28 ans de skate, et dans 28 ans de skate, j'ai des milliers de vidéos en tête, des milliers de parts en tête. Et du coup, voilà, il y a des petites anecdotes, des petits trucs qui me font penser à telle référence, tel truc. Du coup, de temps en temps, j'en intègre. Mais c'est vraiment au feeling. Et je te dis, c'est vraiment le soir, quand je suis dans le lit, je monte les images, je mets la musique dessus, je cale tout. Et puis, je fais un post le lendemain de ce que j'ai fait la journée, quoi. Il y a une vraie patte Paris, en fait. Tout le monde me dit ça, exactement. Tout le monde me dit que j'ai un œil et que je filme Paris d'une manière assez originale. Mais honnêtement, j'ai rien calculé de tout ça. Moi, je te dis, j'essaye de me dire que c'est plutôt, tu vois, le terme POV, POV, point of view, quoi, tu vois, bah, c'est un peu ça. Mais je peux te dire que je loupe 9 trucs sur 10, des trucs tellement intéressants à filmer, et je les oublie parce que je les vois en réel et je fais oh merde, j'ai oublié de dégainer le téléphone et tout. Donc ce que tu vois dans mes images, c'est même pas ce qu'on a pu voir, quoi, finalement. Il y a une période qu'on n'a pas abordée, c'est que tu es beaucoup sorti à Paris. Est-ce que ça a forgé ta culture musicale ? Bah, je dirais en fait, les sorties, ça m'a forgé dans le hip-hop et l'électronique, mais après les sorties c'était plus pour serrer des meufs, hein, c'est tout, hein, c'était tu vois, je sortais beaucoup à cette époque parce que je me recherchais moi-même. Comme je te disais, je me suis retrouvé à 18 ans solo. Et finalement, souvent, les gens comme moi vont en boîte de nuit ou sortent pour oublier tout ça. Mais pourtant, je suis pas quelqu'un je bois pas, je me drogue pas plus que ça. Enfin, en tout cas, j'ai jamais pris de cacheton, jamais pris de poudre et toutes ces merdes là. Et du coup, j'allais en boîte, mais j'allais en boîte clean, quoi. Par rapport aux autres qui étaient un peu défoncés ou qui s'amusaient sur du son, moi, je regardais plus le DJ et les gars qui venaient et ce qui passait, quoi. Et puis en parallèle, moi aussi de mon côté, j'avais des platines, j'avais des vinyles et tout, donc j'étais hyper intéressé de ce côté-là. Je faisais de la basse aussi, donc la musique, ça a toujours fait partie de moi. Ce passage-là m'a fait découvrir peut-être des références que j'ai pu réintégrer après dans des clips. Sacrées références quand tu sors à Paris, que tu as 20 ans, il se passait beaucoup de choses. Exactement. Le Queen, qui est une boîte célèbre parce que elle est réputée pour être une boîte gay, etc. Le mercredi, ils faisaient des soirées hétérosexuelles, donc libre d'accès, gratuit en plus. Ça s'appelait les soirées Respect. Je crois même qu'on y a été ensemble une ou deux fois. Et, non. Si. Et je sais pas, là, on a pu voir les Daft Punk mixés, par exemple, ou des grosses références musicales maintenant qui jouaient là-bas comme ça en DJ set. Et donc du coup, c'était assez marrant de bouger en soirée parce que t'allais dans une boîte de nuit, mais en plus de ça, c'était une resta qui passait les vinyles, quoi. Donc ouais, c'était intéressant. Et puis eux-mêmes te dirigent dans un style ou dans un truc que tu peux que apprécier après, quoi. Mais ouais, il y avait ce genre de soirée. Il y avait aussi je crois, il me semble qu'il y avait les bains douches. Il y avait le mercredi, il y avait des soirées hip-hop. C'était les soirées People avec un mannequin black qui organisait ça. Il y avait DJ LBR. Et j'ai pu voir des gars faire des lives. On est dans la boîte de nuit, un mec avec un micro avec le DJ, et c'est Maria Carré ou Reza ou Odibi qui étaient de passage parce qu'ils faisaient certainement un tour sur Paris. Ils allaient en boîte de nuit et puis il y avait ce DJ qui leur proposait de faire un petit live avec eux. À cette époque, on avait l'impression de participer à un nouveau truc, à être proche de certaines restas sans qu'il y ait de barrière vraiment. Et, enfin voilà, c'était la révolution pour moi, toutes ces sorties. Et l'effervescence qu'il y a eu dans la musique à ce moment-là, où il y avait beaucoup de nouvelles choses qui se passaient, tu l'as retrouvé dans le skate aujourd'hui, sur le fait que Paris soit au centre de l'attention aussi. Oui, en fait, si je prends ton exemple, moi j'habite à Belleville, j'ai juste un downhill à faire et j'arrive à République, qui est maintenant un peu the place to be à Paris pour skater. La place, elle s'est faite quand ? Il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans. On l'a commencé à la skater, elle était encore en travaux. Mais je sais que dès la première année, il y a des grosses pointures du skate qui ont débarqué sur le spot à des heures où on y était. Et on s'est retrouvé sur un curb avec Jason Deal ou Coston ou je sais pas qui d'autre qui était en train de skater le spot aussi avec nous. Ou même les petits jeunes de maintenant aussi, là, tous les nouveaux, tous les pros de maintenant. Donc oui, là tu te dis, c'est sûr que je les aurais pas vus à Évry sur la plaza à cette époque-là. Donc oui, évidemment, à Paris, tu es voué à rencontrer plus de monde, et c'est le cas dans le cinéma, dans la musique et dans les autres domaines aussi, hein. Mais c'est vrai que Paris, à ce niveau-là, évidemment, tu fais beaucoup plus de rencontres et des rencontres insolites, quoi, c'est sûr.
Tu as été témoin particulier de différentes choses, et notamment des Blobies aussi. Ouais, les Blobies, en fait, mon premier souvenir que j'ai, c'est des petites crevettes là, parce qu'ils aiment bien ce terme, la shrimp. Et du coup, eux-mêmes étaient des shrimp à Bastille quand le spot était déjà condamné. Parce que moi, j'avais connu le Bastille avec les longs curbs en marbre blanc, infini. Condamné en 1997. Voilà, exactement. Et ça, c'était le spot, quoi, tu vois, de Paris. Donc ça fout quand même la mort. Et du coup, il y avait quand même une génération qui s'était reconstruite à Bastille, mais sur la petite place en face, avec les 3 marches et la place carrée, quoi. Et moi, je sais que c'était une étape. Quand je venais à Paris, je venais skater à Bercy. De Bercy, j'allais à Bastille. Et de Bastille, après, je partais vers les Halles. Et des fois, je pouvais même aller jusqu'au Dôme en ride, comme ça, quoi. Et je sais que c'était une étape de mon arrivée à Gare de Lyon, parce que le RER n'allait pas jusqu'à à Châtelet. Hein. Donc, je sortais à Gare de Lyon. Et puis, j'allais jusqu'à Bastille en ride, etc. Et donc, Bastille, c'était vraiment une étape dans mes rides de Paris. Et eux, c'était le souvenir que j'avais, ils étaient là tout le temps, ils scotchaient, ils étaient trop motivés, trop déter déjà à l'époque, et on faisait beaucoup d'out. Et je me rappelle, ils me proposaient à chaque fois de jouer contre eux, genre vas-y on fait un out et tout, notamment Adrien Buanic, Greg, Roman. Et du coup, c'était marrant de voir cette génération être à bloc aussi comme ça. Et puis, donc, quand j'ai déménagé en 2006 à Paris, naturellement, je me suis retrouvé à skater avec eux pas mal de fois. Et ils avaient une vision assez old school en fait des sessions. C'est-à-dire, eux aussi, ils se faisaient des rides. Ils allaient faire tout le quartier du 12e ou du 11e. Je partais avec eux et on allait juste skater un trottoir, tel endroit ou tel truc. Mais on y restait 5 minutes. Et puis dès qu'on se faisait chier, boum, on partait vous voulez aller au wall ride machin, ok, on va au wall ride machin. Hop. Et je m'étais retrouvé vraiment comme dans mes premières sessions à Évry quand on n'avait pas encore la place. Ça m'a vraiment donné cette même image. Et en plus de ça, avec Internet etc., ils avaient des références du passé aussi comme les nôtres. Donc j'étais surpris de voir des petits qui connaissaient des anciens que moi-même, enfin c'était des anciens pour moi déjà, et eux les connaissaient aussi. Leur façon de skater aussi était un peu old school. C'était du moderne mais old school, c'est-à-dire ils faisaient des no comply mais pas comme nous en flat débile, mais en sautant des marches, en faisant des trucs. Et ça m'a vachement plu leur façon de voir le skate. Et c'est eux qui m'ont bien motivé, quoi. Ils m'ont bien relancé dedans parce que au début j'étais un peu le mec, pas le haters, mais le mec qui arrivait sur Paris en disant ouais, à Paris il n'y a pas de spot, ça me saoule, parce que je voulais une plaza où il y avait tout sur place, comme tous les anciens. Et finalement eux, ils m'ont fait découvrir, ils m'ont pas fait découvrir, mais ils m'ont remis dans le bain du ride et de bon vas-y on se donne rendez-vous à tel point et puis on va aller partout dans Paris. Déjà tu skates pas de la même manière, tu t'économises plus, tu fais plus du basique ou de ce que tu sais faire, mais tu vas pas commencer à essayer de performer un truc ou quoi, parce que ça va prendre des heures et personne n'a le temps, quoi. Tu vois, on bouge de spot en spot, donc c'est plus intéressant. Et puis tu pousses, quoi. Donc au début je galérais, quoi. Je comprenais pas d'ailleurs comment ils allaient aussi vite. Et finalement, ils avaient des roues bien plus grosses que moi. Moi j'étais en mode 51-52, ils étaient déjà en 56, tu vois, millimètres. Et du coup, j'ai augmenté mes roues et j'ai eu ce plaisir de faire du ride non-stop, quoi, avec eux, quoi. Donc eux, ils ont commencé par les bonnes choses, c'est-à-dire le ride, et puis maintenant ils peuvent performer ce qu'ils veulent parce que ils ont les bonnes bases. C'est exactement ça le skate finalement, c'est d'avoir ces bases et après de commencer à être curieux et d'essayer d'autres choses. Mais ils avaient bien raison, quoi. Et je pense que c'était une génération incomprise à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup d'autres petits qui étaient eux plus formatés par les magazines et les vidéos et qui faisaient tout comme en Californie, etc. Et finalement il y a ces petits-là, je trouve qu'ils avaient ce côté, ils avaient une autre vision du skate et ils avaient peut-être plus cette vision East Coast, le côté new-yorkais, qui n'a jamais vraiment eu la cote à mon époque du skate en tout cas. Toi, c'était quoi tes influences quand t'as commencé et après? Moi, j'avais encore d'autres influences, tu vois, parce que moi, j'étais un peu un extraterrestre dans le skate. J'avais une queue de cheval, j'étais mongo, je faisais des catchs. Voilà, mais par exemple, Ken Lieu, Donger, là, c'était une bonne référence. Déjà parce qu'il était asiatique, donc je me retrouve voilà, tu vas pas te... C'est surtout son côté karaté. Enfin, comme je faisais du karaté, tu vois, il avait ce côté art martial mélangé au skate, lui. Il y avait quelque chose comme ça. Athlétique. Ouais, ça me plaisait parce que tu vois, il faisait un sad, on aurait dit un coup de pied de kung-fu, c'était impressionnant, quoi. Et du coup, lui, je me retrouvais vachement en lui. Et c'est vrai que par rapport à mes potes qui étaient hyper dans la mouvance moderne, etc., eux, ils avaient vraiment des références
on va dire classique maintenant, mais de tout ce côté californien, SF, l'Embarcadero, Pier 7, donc il fallait faire du tech, du vrai, fallait pas tricher, pas d'arnaque, pas d'escroquerie, fallait que tout soit dur. Pas de wax. Ouais, voilà, non, mais c'était vraiment... C'était vraiment l'école dure, quoi. Et moi, je m'y retrouvais pas là-dedans. Moi, je voulais faire, comme je te disais au début, là, je voulais vraiment ce qui était pour moi-même et faire mes tricks. Et moi, je peux faire 24 catchs à suivre. Je serais heureux quand même, tu vois. J'ai pas envie de passer à autre chose et d'aller filmer des tricks pendant 2 heures sur le même spot à essayer de faire ça. Moi, c'était pas ma vision du skate, ça. Mais maintenant, je la comprends. Et c'est grâce à elle que ça avance et que la performance, elle est là. Mais c'était pas ce que je voyais, moi, en skate, quoi. Moi, je voulais m'amuser, surtout. Et à un moment donné, quand tu pleures ou que tu casses ta planche, tu la jettes dans tous les sens, bah là, tu t'amuses plus. Donc moi, j'ai essayé d'éviter ce truc-là, quoi. Et du coup, tu as pu refaire les tricks que tu faisais. Maintenant, c'est OK de faire un Benyana, en fait. Ouais, parce qu'en plus, il y a ça aussi. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde skate comme il veut. Les mecs, ils skatent même avec des planches rafistolées ou avec 6 roues, ou avec je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a vraiment de tout maintenant. Mais à mon époque... tu faisais un truc de travers, mais tout le monde, même tes potes, ils te le disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Fais pas ça, c'est chim, voilà, tu vois. Donc ça te retenait vachement, tu vois, tu pouvais pas te libérer autant que tu voulais, quoi. Et après, je comprends, il y avait des règles aussi spécifiques, et puis c'est ça qui a amené ce qu'on est devenu maintenant, quoi, et ce qu'on est, quoi. Le skate, c'était pas mieux avant. Non, mais ça c'est des vieux cons qui disent ça, c'est comme dans tous les domaines. C'était pas mieux avant. Oui, pardon, mais c'est ça, c'était pas mieux avant, mais par contre, c'est vrai que comme les histoires de soirée, t'as l'impression de participer à un nouveau truc. C'est toi qui fais les règles finalement. Donc c'était ça aussi qui était marrant, quoi. Et du coup, ce truc-là est devenu une règle un peu à cette époque, tu vois. Il y avait 2-3 pionniers qui avaient dû le dire, et tous les autres derrière avaient suivi. Mais c'est normal, c'est l'évolution d'un sport ou c'est l'évolution de n'importe quel domaine en fait. Un exemple super concret, avant j'étais comme un ouf devant un mec qui faisait de la basse et qui faisait des slaps, des machins de malade, ou un mec qui scratchait avec des vinyles, genre j'étais comme un fou. Mais maintenant tu me fais écouter ça, s'il est pas devant moi en train de scratcher et que j'entends juste son scratch en audio, je le zappe, ça me saoule, c'est trop technique, c'est trop vénère. Ok, le mec c'est un tueur, il mixe trop bien, mais... je préfère entendre une petite musique douce, limpide en binaire ou une ligne de basse magnifique plutôt qu'un truc super technique. Donc je pense que le skate, il en est arrivé à ce niveau-là à un moment donné. C'était trop technique ou trop machin et ça a saoulé tout le monde. Et de voir un long backtail, c'est bien mieux qu'un hard flip, backtail, big spin out. Mais après, c'est mon point de vue, hein. Il y en a plein qui se branlent sur le deuxième trick, ce que je viens de te dire, hein. Et c'est normal, c'est compréhensible aussi, il en faut pour tout le monde, quoi. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question, hein. Merci. Et pour conclure, si tu devais garder qu'un seul skater, ce serait qui? Un seul skater? Wow. Un seul. Aujourd'hui, là, maintenant, peut-être ça peut changer d'ici 10 ans, mais... toute génération confondue. Celui que t'as dans la tête et que tu conserverais, que tu garderais. Je vais dire, tu sais quoi, je vais être super pas original. Et je vais dire comme les 3/4 des gars de ma génération et même des autres. Je te dis Marc Gonzalez, quoi, tout simplement. C'est con, hein, mais ce mec-là, il est toujours là, déjà. Il skate toujours comme un ouf. Ouais, si tu dois résumer une vie de skater, la sienne, elle te résume vraiment ce que ça devrait être le skate. Ni trop sport, ni trop bling-bling, ni trop machin. Il est 100% nature, il est 100% lui-même. C'est pour ça qu'il est apprécié. Et c'est peut-être cliché de dire ça, hein, mais franchement, ouais, Gonzo, c'est Gonzo. Très belle conclusion. Merci Yann, merci Arnaud. Merci Yann. Mais de rien. On remercie Bertrand et Stéphane de Nike qui nous ont accueillis au garage. Mathias Elichabert pour les conseils avisés et le micro. Très important, le micro. Mehdi Pinson. Mehdi Pinson pour le jingle. Benjamin Debert pour le test à blanc. Yann pour cette conversation, malgré le fait qu'il n'ait pas donné beaucoup de biscuits. Mais il reviendra en 2e saison.